précis de pathologie mentale, à l'exception peut-être du furieux, qui, on le verra, s'est imposé assez tôt dans le vocabulaire juridico-judiciaire pour désigner une démence violente. Alors, dans mes propos, j'utiliserai, et vous m'en excuserez, mais par commodité de langage, le terme de fou. Ici, en prenant donc l'étymologie latine, folis, autrement dit, c'est un terme qui est apparu au XIe siècle, ça signifie ballon ou sac gonflé d'air. Donc, on voit bien de la comparaison, le fou a une tête vide, à part l'air qui, je dirais, s'y diffuse. On va le voir, cette histoire de la folie, elle n'est pas linéaire. Et c'est vrai que le fou, c'est un personnage complexe. C'est un personnage complexe, c'est un personnage qui fascine, qui dérange aussi, on va le voir. Pourquoi ? Parce que le fou oblige chaque époque, finalement, à s'interroger sur la difficile question de son identité et de sa place dans la société. La conséquence, eh bien, on va le voir, le fou va être ballotté par des vents, souvent contraires, qui vont pousser tantôt à l'intégrer, tantôt à limiter ses agissements. Et on le verra également, il y a des contrastes assez saisissants entre certaines époques. Un exemple, entre l'époque médiévale et le règne de Louis XIV. Dans la première époque, vous avez un fou qui est pris en charge, mais je dirais pris en charge comme n'importe quel déshérité, au nom de l'idéal chrétien de charité et de pitié. Au cours de la seconde, donc le règne de Louis XIV, ce sont ici des mesures d'ordre public qui priment pour empêcher le fou de nuire à la société, mais je dirais tout comme le mendiant, le criminel ou la prostituée, ce qui justifiera les mesures d'enfermement, on le verra à Bicêtre et à la Salpêtrière. Alors l'évolution historique, elle montre plus ou moins clairement, on le verra, finalement cette délicate recherche du point d'équilibre entre protection du fou et garantie de l'ordre public. C'est un petit peu le balancier ici. Alors cette histoire, elle débute, je vais remonter évidemment très loin, elle débute à l'Antiquité. Dans l'Antiquité, le fou est d'abord considéré comme la victime d'une punition des dieux. Il n'a pas le statut de malade et le fou relève avant tout du ressort des prêtres. Alors comment soigne-t-on ? Eh bien ici, on trouve des rites de purification, des prières, des offrandes qui sont pratiquées pour justement apaiser la colère divine et obtenir la guérison du fou. Ce n'est vraiment qu'à partir d'Hippocrate, justement, seconde moitié du 5e siècle avant notre ère, qu'une origine somatique est évoquée à travers les troubles de l'humeur. Alors pour rappel, dans la tradition, dans la physiologie hippocratique, la pierre angulaire, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui est décrit comme l'organe premier et donc le garant de l'équilibre du corps. Quant à la maladie, vous le savez peut-être, elle est causée justement par un dérèglement des 4 humeurs de l'organisme, le sang, la flemme, la bile jaune et la bile noire. La folie, elle est pensée selon un raisonnement totalement analogue. C'est une maladie, une pathologie de l'esprit produite justement par le déséquilibre des humeurs. Et donc, seul un rétablissement des humeurs permet de la guérir, puisque, encore une fois, le cerveau est le siège des maladies mentales par lesquelles elles s'expriment. Alors, l'intervention médicale, on est très bref, puisque elle reste très limitée en l'absence de véritable traitement. Si vous prenez simplement Hippocrate, qu'est-ce qu'on trouve ? Des plantes médicinales purgatives, un strict respect des règles d'hygiène avec des exercices, des bains et un régime alimentaire prescrit. C'est à peu près tout. Cette médecine grecque, qui repose donc sur les principes d'Hippocrate, elle va se diffuser ensuite à Rome. Et elle va alimenter la réflexion autour de la folie et de sa thérapeutique, on va dire à peu près jusqu'à Galien, c'est-à-dire jusqu'au IIe siècle de notre ère. L'époque romaine, elle est aussi très intéressante, évidemment, sur le plan du droit, puisque c'est le droit romain qui apporte ici les premières réponses au traitement juridique du fou, aussi bien pour le protéger que pour encadrer sa vie sociale. Et ce statut juridique, il va se construire entre incapacité civile et irresponsabilité pénale. Cicéron est intéressant ici, puisque c'est Cicéron, alors on est au 1er siècle avant notre ère, qui va établir le premier une distinction entre ce qu'il appelle l'insania, c'est-à-dire la mauvaise santé
mentale et intellectuelle, et de l'autre, la furor, on en a parlé tout à l'heure, la folie furieuse. La première notion, elle va désigner un état stable qui n'empêche pas l'accomplissement des devoirs moyens en société, tandis que la seconde s'identifie, elle, à une crise soudaine qui met l'individu dans une situation d'incapacité totale. Et alors là où c'est intéressant, c'est que le droit romain va en déduire la possibilité de redonner provisoirement sa capacité juridique au fou lorsque celui-ci agit dans un intervalle lucide, justement. A contrario, en période de crise, le furieux, lui, il est réputé sans volonté, incapable juridiquement, et donc il ne peut contracter aucune obligation. C'est donc ici le point important, c'est la capacité à discerner lors d'intervalles de lucidité qui va devenir l'élément déterminant. Alors, c'est très bien dans la théorie, mais dans la pratique, on imagine toute la difficulté pour le magistrat, à qui l'on demande de savoir faire preuve de perspicacité, hein, je reprends le code de Justinien ici, toute la difficulté pour le magistrat à appréhender sans erreur l'intermède dans la folie au regard donc des conséquences juridiques qui en découlent. Qu'en est-il du rôle joué par le médecin dans l'établissement justement de la décision du magistrat? Les textes sont ici très laconiques, puisque le magistrat va prendre en fait en compte surtout les témoignages produits devant lui pour se faire une opinion. Donc pas tellement ce qu'on appellerait l'expertise médicale ici. Le raisonnement que l'on vient de voir, il est exactement le même en matière pénale. Le furieux est pénalement irresponsable de l'acte commis sous l'emprise de sa maladie, tout simplement puisque sa compréhension lui échappe. C'est ce que dit Ulpien, fameux jurisconsulte Ulpien, fin du IIe siècle de notre ère. Et donc, il n'y a punition que s'il est prouvé qu'il a perpétré son crime en toute connaissance de cause. Donc, il faut déterminer si l'acte incriminé est réalisé ou non en toute connaissance de cause. Bref, déterminer si l'acte incriminé est réalisé dans un intervalle de folie ou de lucidité. Petite précision, il n'y a pas de punition pour le furieux, puisqu'encore une fois, il est irresponsable. Mais ça n'empêche pas pour autant qu'il soit envisagé une garde restrictive de sa liberté, tout simplement à cause du danger qu'il pourrait représenter pour lui-même, mais aussi pour les autres ici. Alors je précise qu'au passage, dans l'Empire romain, il n'y a pas de lieu spécialisé dans le traitement et l'hébergement des fous, donc généralement, enfin la plupart du temps, c'est la famille qui prend en charge. Au cours du Moyen-Âge, ensuite, eh bien, le discours sur la folie, il n'évolue que très peu. Et la théorie antique des humeurs dont j'ai parlé continue d'imprégner et de dominer la pensée médicale, et avec elle l'idée, encore une fois, que la folie est produite par un déséquilibre. La médecine, eh bien, la médecine, elle demeure toujours, je dirais, impuissante à corriger les désordres de l'esprit ici. Sur le plan sociétal, la garde du fou, elle revient, comme à l'époque romaine, traditionnellement à la famille. Donc c'est la famille qui, en premier lieu, est responsable du fou. À défaut, ce dernier peut aussi être accueilli dans les hôpitaux. C'est absolument pas une surprise puisque, eh bien, dans le droit fil du message des évangiles, charité et assistance sont les deux valeurs cardinales de la chrétienté occidentale. Donc, c'est un esprit de charité qui inspire les fondateurs, mais aussi les administrateurs d'hôpitaux, et ça dès les premières fondations. Donc, on a un hôpital qui accueille tous ceux qui ont besoin d'assistance, les pauvres, les malades, les estropiés, les pèlerins et bien sûr les fous. Alors, qu'en est-il sur le plan juridique? Alors, la condition juridique du fou, elle va trouver ses racines en premier lieu dans le droit romain, mais elle repose aussi sur un ensemble de règles propres qui vont s'affiner progressivement dès la fin du XIIIe siècle. Qu'est-ce que l'on a? Tout simplement les droits savants, c'est-à-dire le droit romain plus le droit canonique, mais aussi les coutumes, puisque le droit privé repose sur le droit coutumier. Droits savants et coutumes vont donc devenir le matériau privilégié pour affirmer, là aussi, l'incapacité civile, mais aussi l'irresponsabilité pénale du fou. Une évolution à signaler ici, malgré tout, au début du XIVe siècle, c'est lorsque la jurisprudence va étendre au fou le régime de l'interdiction. Ce régime de l'interdiction, c'est un régime que le droit romain antique avait jadis prévu pour les prodigues, ceux qui dilapidaient la fortune ici. Il s'agit d'une mesure de protection prononcée par un juge
qui reconnaît l'incapacité du fou et qui est tout simplement destiné à donner aux familles une sécurité supplémentaire. Point commun avec l'époque romaine, l'expertise médicale. L'expertise médicale, c'est la grande absente des archives judiciaires médiévales, pour déterminer l'existence de la folie et asseoir leurs décisions. Que font les juges? Eh bien, là aussi encore, ils vont privilégier des modes de preuve plus courants, comme par exemple les témoignages des voisins. La fin du Moyen-Âge, elle est intéressante avec les procès de sorcellerie, pour les procès de sorcellerie. C'est donc une nouvelle étape dans l'interprétation de la folie, ici. Le fou devient le forcené possédé par le démon. On est ici dans un climat de frénésie anti-diabolique, avec des hommes d'église et des juristes qui veulent purifier le monde dans une surenchère. Il faut relire ici l'ouvrage de Robert Mondroux, qui est assez passionnant sur le sujet. Mais les procès vont aussi offrir une tribune à certains médecins courageux, c'était pas la majorité, pour démontrer que le démonisme, pour reprendre l'expression de Jean Bodin, n'est rien de plus qu'une expression particulière de la folie. Les sorciers sont donc des malades à l'esprit troublé, et les confessions, spontanées ou surtout obtenues sous la torture, qu'ils font de leurs crimes, sont provoquées ici par un dérèglement de leur imagination. Les fous sont ainsi victimes de leur maladie, et certains médecins clament haut et fort qu'ils doivent être soignés et non brûlés. Nouvelle étape dans notre histoire, le règne de Louis XIV. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Le règne de Louis XIV et la création des hôpitaux généraux. Je rappelle deux dates. 1656, c'est la création de l'hôpital général de Paris, qui n'est pas une création ex nihilo, puisque ça rassemble plusieurs hôpitaux en réalité. La Pitié, la Maison Scipion, la Savonnerie de Chaillot, la Salpêtrière et puis Bicêtre. Puis deuxième date importante, 1662, on généralise la création des hôpitaux généraux sur l'ensemble du royaume. Cette création des hôpitaux généraux, elle témoigne ici clairement d'une évolution du regard porté sur les déviances sociales, et je dis bien au sens large. Au sens large. Et donc, la question de l'enfermement des insensés au XVIIe et XVIIIe siècle, elle va devenir complètement indissociable de ce que Michel Foucault appelait le grand renfermement, ici. C'est-à-dire que le fou, à l'instar du mendiant, du criminel, de la prostituée, je l'ai dit tout à l'heure, va être mis à l'écart, enfermé, pour éviter les troubles à l'ordre public, à la police, pour reprendre le terme de l'époque. À Paris, ça sera la Salpêtrière pour les folles et les enfants en bas âge, et puis ça sera Bicêtre pour les fous. En pratique, qu'est-ce qu'il en est? En fait, quand on regarde les chiffres, seule une minorité de fous, 5% environ, seule une minorité de fous sera enfermée dans les hôpitaux généraux. Bon, il n'y a pas de structure spécialisée, donc c'est dans les hôpitaux généraux. Pourquoi? Tout simplement parce que les hôpitaux généraux, déjà, un, sont en nombre insuffisant, et deux, ils rencontrent d'importantes difficultés financières. Donc, ils ne peuvent pas accueillir. Et c'est la raison pour laquelle le roi, pour les supplier, se tournera assez rapidement vers les communautés religieuses pour leur demander qu'elles fassent office de maison de force. Alors, la contrepartie de l'accueil, généralement, c'était que les communautés religieuses pouvaient exiger le paiement d'une pension en contrepartie. Enfin, dernière création dans la deuxième partie du règne de Louis XV, les dépôts de mendicité, 1764. Alors ici, c'est intéressant puisque l'esprit de bienfaisance qui est propre au XVIIIe siècle ne parvient pas à éliminer totalement la volonté de l'État de protéger la société du danger représenté par ce qu'on appelle les populations incontrôlées. Et donc, les dépôts de mendicité, si vous voulez, vont prendre le relais des hôpitaux généraux, comme autrefois, les hôpitaux généraux avaient recueilli le trop-plein des hôtels-dieux, tout simplement. Alors, le nombre d'insensés peuplant les dépôts, on peut l'estimer environ en 10 à 20% du total, à peu près. Alors, du côté du droit, l'irresponsabilité pénale, c'est un principe admis sous l'Ancien Régime, mais je précise, les troubles de l'esprit ne peuvent que tempérer la sanction. C'est-à-dire que le fou, s'il est exonéré de la peine habituelle, peut être privé ici de sa liberté en étant enfermé. Alors, dans certains cas, le tribunal remet l'insensé à sa famille, qui le surveille, mais à peine d'en répondre. Donc, évidemment, s'il y a quelque chose qui se produit, des dommages et intérêts peuvent être demandés à la famille.
Et puis dans d'autres cas, il peut aussi être placé dans des prisons d'État, comme par exemple celle du château de Vincennes, ou également dans la célèbre prison de la Bastille. Quant aux procédures judiciaires mises en place, on en a parlé durant le Moyen-Âge, on va les préciser. La responsabilité de la famille, par exemple, pour mauvaise garde, elle perdure, tandis que la procédure d'interdiction, elle prend sa forme définitive. En réalité, on s'aperçoit que cette procédure d'interdiction, elle est en réalité peu fréquente. Pourquoi? Déjà, c'est une procédure complexe. Deuxièmement, c'est une procédure très longue. Troisièmement, c'est une procédure très coûteuse. Et puis, ce qui gêne le plus les familles, c'est la publicité qui l'entoure. Cette publicité, elle porte atteinte à l'honneur de la famille. Et donc, ce sont autant d'éléments qui fait qu'elle n'est guère privilégiée justement par les familles, sauf vraiment en présence d'enjeux financiers vraiment importants ici. Toujours sur cette procédure, on peut noter que le magistrat a tendance à prononcer l'internement sans recourir obligatoirement à une expertise médicale. Pourquoi? Parce qu'on considère que les avis recueillis des parents, l'information ouverte sur la personne, et puis aussi l'interrogatoire du juge, si tous ces éléments confirment la présomption de la folie, ce n'est pas la peine de recourir à un expert médical. Alors c'est vrai aussi qu'au XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle, la connaissance scientifique de la maladie mentale n'a que très peu progressé. Je dirais, en dehors des travaux notables du Suisse Félix Plater ou du Vénitien Paolo Zacchia sur le diagnostic clinique, mais à part ces deux exemples, c'est vrai qu'il y a peu d'avancées. Et c'est vraiment en fait au XVIIIe siècle que le recours aux médecins dans la constatation judiciaire de la folie va s'accroître. Même s'il faut bien le dire, quand vous regardez les sacs à procès, les magistrats, mais aussi les jurisconsultes, ne s'attachent pas vraiment à définir cliniquement l'aliénation mentale, et on le voit bien, ils évitent dans les jugements de faire référence à un vocabulaire médical trop technique. C'est enfin dans ce XVIIIe siècle finissant, marqué par la philanthropie des Lumières, et puis, vous le savez, les critiques très sévères qui ont été adressées en particulier par les philosophes à l'égard de l'institution hospitalière, que vont paraître certains projets assez innovants, des projets destinés à améliorer la prise en charge des fous. Alors ces projets de réforme, ce sont ceux notamment de Colombier et Doublet, mais aussi de Tenon, peut-être plus connus, des projets qui sont accueillis très favorablement par l'administration royale, et des projets qui préconisent, c'est là où c'est intéressant, une autre manière de traiter la folie, en proposant de créer des lieux spécialisés pour soigner les insensés. Et cette idée de faire justement des hôpitaux les véritables remèdes de la folie, elle est vraiment novatrice, et on peut y voir déjà sous-jacent les futures propositions que fera Esquirol au XIXe siècle, ici. Pour autant, ce sont des propositions qui n'auront pas de suite, comme beaucoup de projets d'ailleurs à la fin de l'Ancien Régime, tout simplement à cause de la faillite financière générale du royaume. Est-ce que les premiers temps de la Révolution témoignent d'un intérêt à l'égard de ces fous, donc on l'a vu, internés soit dans les hôpitaux généraux, soit dans les dépôts de mendicité, soit dans les maisons de force? Oui, il y a un intérêt. Mais cette attention des révolutionnaires, elle s'inscrit en fait, je dirais, dans le cadre plus général de l'abolition des lettres de cachet, ici. On a ensuite des enquêtes sur la question de l'assistance publique qui sont diligentées par l'Assemblée constituante, mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'elles ne traitent qu'incidemment de la situation des malades de l'esprit et des moyens d'améliorer leur sort. C'est pourquoi la plupart ne déboucheront sur aucune mesure concrète, en dehors de celles qui visent à les empêcher de causer des dommages. Bon, en réalité, la Révolution, vous le savez, est une période trop troublée et donc absolument pas propice à un renouvellement de fond du statut juridique du fou. Et donc les années révolutionnaires, elles ne marquent au final aucune rupture et elles se résument, je dirais, à un statu quo anté-législatif qui perdurera d'ailleurs sous l'Empire et même au-delà, sous la Restauration. Du côté du Code civil de 1804, alors, les rédacteurs vont reprendre les catégories romaines pour fixer les règles et les formes de l'interdiction qui permet, on l'a dit, de mettre sous tutelle les individus majeurs en état, je cite, d'imbécilité,
de démence ou de fureur, pour reprendre le code civil. Mais je dirais au niveau de la procédure, ça ne change pas vraiment, puisque c'est une procédure qui reste toujours très lourde, très coûteuse, et c'est toujours la publicité qui l'entoure qui gêne les familles, encore une fois. C'est pour ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est pour ça, par exemple, que les familles préféraient recourir aux lettres de cachet, hein, tout simplement pour enfermer, je dirais, un membre de la famille un peu turbulent, ici. À côté du régime civil des incapacités, le Code pénal de 1810, lui, va réaffirmer le principe de l'irresponsabilité pénale de l'ancien droit, c'est l'article 64, mais il va abandonner à la jurisprudence derrière le soin difficile d'ailleurs, de délimiter ses contours. On le verra plus tard, l'article 64 du Code pénal de 1810 était assez extrême ici. Cette période elle est en revanche beaucoup plus intéressante sur la question du traitement de la folie et de sa possible curabilité. Philippe Pinel, bien sûr. Philippe Pinel, dans la dynamique de la philanthropie des Lumières, propose, fin 18e, un regard assez nouveau et empreint d'humanité sur la folie. C'est son fameux traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie, qui est publié en 1800, traité dans lequel il démontre qu'il est possible de communiquer avec le sujet aliéné qui possède en lui une part de raison permettant de traiter sa démence. Et donc le défi qui est lancé aux médecins, c'est d'essayer d'engager ce reste de raison dans un dialogue pouvant mener à la guérison. Et donc, si vous voulez, pour Pinel, c'est l'écoute et l'observation qui doivent permettre de comprendre l'histoire de sa maladie et de se familiariser avec elle pour poser derrière un diagnostic et de proposer un traitement. Dès lors, la conséquence, elle est simple, il n'est plus nécessaire d'enchaîner le fou. Sa rééducation, entre guillemets, elle doit mêler bienveillance et fermeté, proscrire toute violence, et elle doit se faire en communauté, c'est-à-dire loin de son environnement habituel et sous la direction du psychiatre. Clairement, ici, l'asile est en train de naître. Et c'est son élève, l'un de ses élèves, mais l'un des plus connus, évidemment, Jean-Étienne Esquirol, qui va compléter et généraliser ensuite l'enseignement du maître. Pour Esquirol, le fou, soustrait à son environnement quotidien, naturellement pathogène pour lui, le fou doit être placé dans un établissement spécialisé, moins anxiogène, sous le regard attentif du psychiatre, qui est tourateur, directeur administratif, médecin et surveillant en chef de l'établissement. L'isolement devient thérapeutique ici, avec Esquirol. Problème, si on regarde la réalité de terrain, eh bien la réalité de terrain offre, je dirais, un tableau moins reluisant. Faute de finances suffisantes, on continue de pratiquer l'enfermement dans les anciens dépôts de mendicité départementaux. Et il va falloir attendre la monarchie de Juillet pour qu'un grand débat sur la question aboutisse au vote de la loi du 30 juin 1838. C'est la première grande loi que l'on ait effectivement sur la question ici. Alors la loi du 30 juin 1838, c'est une loi qui aménage une place a priori équilibrée entre droit de l'individu et défense de la société, avec un traitement approprié pour les malades, une protection de la liberté individuelle et la préservation de l'ordre public. Ces deux volets, assistance et ordre public, c'est vraiment les deux faces d'un même miroir, c'est-à-dire que l'aliéné est enfermé pour être soigné et pour prévenir la menace qu'il représente pour l'ordre public. Quelle va être l'autorité compétente ensuite pour ordonner la mesure d'internement, puisque c'est la question qui se pose assez vite. Déjà, quel est le critère qui va être choisi, le curseur? En fait, c'est la nécessité de provoquer de façon rapide les placements en préservant le secret professionnel, qui va s'imposer comme l'impératif premier dont dépend la guérison du malade. Et alors, le législateur va choisir de confier le pouvoir d'interner à l'administration, donc le préfet, qui va recevoir les demandes émanant des familles ou procéder elle-même aux internements d'office. Alors, l'autorité judiciaire, elle n'est pas écartée pour autant, mais le contrôle du juge, il ne peut intervenir qu'après l'ordre de placement pour ordonner la sortie donc, des personnes placées en asile en regardant l'état de santé de la personne et bien sûr, cette fois-ci, sur la base d'une expertise médicale.
Alors, je précise quand même pour autant que quand on regarde certains jugements montrent que les magistrats eux-mêmes ne comprenaient pas toujours très bien le texte de 1838. On a certains tribunaux à l'époque, certaines décisions de tribunaux qui confirment par exemple un placement d'office alors qu'ils n'ont compétence que pour ordonner la main levée, par exemple. Cette loi de 1838, elle organise aussi un statut de l'aliéné destiné à protéger le malade et ses biens. Alors, je rappelle que depuis 1804, tout l'édifice repose sur l'interdiction judiciaire qui était censée être le préalable indispensable à tout internement. Cette procédure, on l'a dit, encore une fois, n'a pas répondu aux attentes des familles, demande en justice coûteuse, empreinte de trop de publicité, et c'est une procédure, encore une fois, qui était prévue comme une sorte de déchéance légale pour les familles, finalement, ici. Et donc, la loi de 38 prend, je dirais, un petit peu à bras-le-corps cette difficulté, essaie de répondre au problème posé par l'inadaptation du régime d'interdiction en organisant une protection juridique de l'aliéné, mais sans être interdit, ici. Dernier point concernant la loi de 1838, c'est bien sûr la création des asiles départementaux, puisque c'était effectivement dans l'objectif, ici. Des asiles dédiés à la prise en charge donc, et aux soins de l'aliéné malade, création donc prévue par la loi de 1838. Problème là aussi, quand on regarde la pratique, les départements ne vont mettre absolument aucune hâte à créer ces établissements spéciaux, tout simplement parce qu'ils sont très coûteux ici. Et donc leur ouverture sera très lente et très inégale d'ailleurs selon les départements. Quelques-uns d'entre eux seront construits à partir de 1860, tandis que la constitution du réseau asilaire, elle se poursuivra, encore une fois, avec des inégalités géographiques dans les décennies suivantes. La deuxième moitié du XIXe siècle, elle est ensuite marquée par des critiques de plus en plus nombreuses à l'égard justement de cette loi de 1838, qui est présentée comme un texte liberticide. L'institution asilaire, elle est accusée d'entasser les malades et de les parquer à l'abri des regards sans véritable soin. La parution, par exemple, en 1868, d'un beau-frère d'Hector Malot, c'est un ouvrage, pour ceux qui s'en rappellent, dans lequel l'auteur s'attaque justement à la loi de 1838 sur les internements abusifs. La parution de ce livre d'Hector Malot va susciter un véritable tollé à l'époque chez les médecins aliénistes, parce qu'ils sont directement visés, et une véritable polémique dans les journaux. Et quand on y regarde de plus près, le mouvement de contestation va prendre rapidement très grande ampleur, et l'asile va devenir, alors sous la plume des polémistes, une Bastille moderne, avec un certificat médical qui devient une lettre de cachet ici. Est-ce que ces critiques sont surprenantes? Oui et non. Car le traitement moral des premiers aliénistes montre, il est vrai, ses premières limites. Le traitement moral devient de moins en moins applicable dans des asiles surpeuplés qui sont devenus, pour certains, tout simplement des machines à fabriquer des incurables ici. Notons aussi que l'enfermement à l'ancienne des aliénés est aussi encore bien présent en France à l'aube du XXe siècle. La construction de l'asile de Sainte-Anne à Paris en 1867, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt ici. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de cette prise de conscience que vont naître les premières propositions alternatives à l'enfermement. C'est l'open door outre-Manche, la pratique du non-restraint qui est développée à partir des années 1830 dans l'asile de Hanwell par le médecin John Connelly. Ce sont aussi les colonies familiales, comme en Belgique, sur le modèle de la colonie familiale belge de Gilles, la ville des fous, où les malades étaient placés dans des familles, dans une liberté relative, donc au contact de la population. Et c'est ce qui fait dire à Marandon de Montiel, médecin-chef de l'asile de Villévrard depuis 1889, qu'il faut désormais substituer à l'hygiène de l'isolement une hygiène de la liberté sans mur, ni intérieure, ni extérieure. Autrement dit, partout un milieu qui rappelle la vie ordinaire, ici. On peut le dire ici, clairement, à la fin 19e, l'âge d'or du modèle asilaire est bien terminé. Et il est d'autant plus terminé que les critiques à l'égard de la loi de 1838, elles continuent. Et elles continuent avec l'émergence d'une nouvelle génération de psychiatres, fin 19e, des psychiatres comme Édouard Toulouse. Édouard Toulouse, c'est un personnage très intéressant, très novateur. Pour Édouard Toulouse, la création de services libres ouverts, en dehors donc du cadre de la loi de 1838, c'est vraiment la réponse idoine
pour désencombrer l'asile. Désencombrer l'asile qui souffre, encore une fois, de surpopulation, d'ailleurs depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Mais ces services, pour lui, doivent surtout permettre d'accueillir les malades aigus ou névropathes dont la pathologie nécessite des soins et non un internement, à la différence des maladies chroniques ou psychotiques qui, pour lui, ont besoin d'être soignées et surveillées avec attention. Alors Toulouse ne veut pas non plus supprimer les services fermés, c'est-à-dire l'asile, mais il considère qu'ils ne doivent concerner qu'une catégorie bien ciblée de malades ici. De la théorie à la pratique, un pas est franchi, puisqu'en 1922, il crée le service libre de prophylaxie mentale du département de la Seine dans une annexe de l'asile Sainte-Anne, où Édouard Toulouse officie comme médecin-chef depuis 1921. Et c'est justement dans ce service qu'il va expérimenter clairement ces méthodes de prévention des troubles psychiques et de prise en charge des malades. Et pour Édouard Toulouse, la bonne formule, c'est la suivante: observer avant d'interner, plutôt qu'interner pour observer. C'est ça pour lui la bonne solution. Alors ce nouveau mode d'assistance psychiatrique, il est très innovant, et je dirais problème, c'est compliqué de réformer l'asile quand on a contre soi presque toute la majorité, ou même quasiment tous les aliénistes de l'époque. Et donc, l'hôpital Henri Roussel, c'est le nom que prendra depuis 1926 ce service libre, va demeurer une expérience isolée au sein de la psychiatrie française. Au cours ensuite de la seconde moitié du XXe siècle, la critique de l'institution psychiatrique prend une nouvelle ampleur. On a un petit groupe de psychiatres, anciens résistants pour certains, qui se constitue, donc on est dans l'immédiate après-guerre, et un groupe qui milite auprès des pouvoirs publics pour engager la psychiatrie dans la voie de la désaliénation, ici. Il s'agit de transformer la pratique psychiatrique et l'hôpital en tant qu'outil thérapeutique. C'est l'objectif de la psychothérapie institutionnelle, ici de Georges Daumaison et de Lucien Bonafé, redonner quelque part une seconde vie au traitement moral de Pinel et d'Esquirol. C'est-à-dire que l'utilisation de l'hôpital psychiatrique doit être repensée comme instrument de soins, mais aussi de lieu de vie communautaire, en développant des activités collectives, le travail des patients ou encore les loisirs, par exemple. Il s'agit aussi d'expérimenter des thérapies axées sur une meilleure écoute des malades, mais aussi de leurs besoins, grâce notamment aux apports de la sociothérapie et de la psychanalyse, qui sont utilisés comme outils thérapeutiques ici. Et puis bien sûr, c'est important, s'ajoutent au même moment des découvertes quand même majeures de la pharmacopée qui vont être à l'origine ici d'une révolution de la thérapie psychiatrique, l'apparition des médicaments psychotropes, 1952 pour les neuroleptiques et 1957 pour les antidépresseurs. Mais, je dirais, malgré les efforts entrepris, reste un problème majeur, l'encombrement des hôpitaux psychiatriques ici. Et donc, pour les chefs de file de la psychothérapie institutionnelle, le champ d'action de l'assistance psychiatrique, il doit désormais couvrir, je dirais, une prise en charge extramuros beaucoup plus large, tandis que l'hospitalisation et l'internement doivent apparaître davantage au second plan. On a donc une seconde époque qui s'ouvre, celle de la psychiatrie communautaire, avec la mise en place des secteurs, c'est la fameuse circulaire du 15 mars 1960. Alors, pour la résumer, le temps tourne, pour la résumer, il s'agit de réduire de façon drastique le nombre de lits dans les hôpitaux psychiatriques, mais aussi rapprocher les malades de leur lieu de vie pour promouvoir une autre façon de soigner. Quant à l'hospitalisation du malade mental, elle ne doit constituer qu'une étape du traitement, tandis qu'une post-cure sous surveillance doit en garantir la suite. Alors cette politique de sectorisation, elle entraînera au final une restructuration en profondeur du système de soins psychiatriques et une remise en cause quand même de la position centrale de l'hôpital psychiatrique dans le traitement de la maladie mentale. C'est la fin quand même du dogme de l'isolement ici. C'est-à-dire l'hôpital psychiatrique ne doit plus être, en tout cas c'est voulu ainsi, ne doit plus être qu'un rouage parmi d'autres dans une prise en charge du malade mental davantage axée sur l'ambulatoire. Est-ce pour autant la chronique d'une mort annoncée de l'asile? Malgré les réformes entreprises,
il faut le dire, les résultats ne vont pas répondre totalement aux attentes des réformateurs de l'après-guerre, ici. Alors, c'est vrai qu'il y a une absence de cohésion d'ensemble dans la mise en place de la sectorisation psychiatrique, qui a eu pour conséquence notamment de maintenir, voire d'aggraver les inégalités qui existaient déjà en matière d'équipement et de moyens entre les régions, entre les départements au sein d'une région et même d'un secteur à l'autre. Et puis aussi, il y a quelque chose qui reste dans l'organisation psychiatrique. C'est une organisation psychiatrique qui reste encore très hospitalo-centrée malgré la sectorisation. Aux côtés de la sectorisation psychiatrique, le dernier quart du XXe siècle sera marqué ensuite par deux réformes marquantes. Pour faire vite, la première, c'est une réforme portée par la loi du 3 janvier 1968. C'est une loi qui marque la fin du statut d'exception de l'internement asilaire. Une loi qui marque ici clairement une rupture. Une rupture avec le dispositif mis en place en 1838. C'est une loi qui va séparer soins, hébergement, c'est-à-dire internement, et protection des biens, c'est-à-dire mise sous protection judiciaire. C'est ainsi que, désormais, avec cette réforme, l'internement n'emporte plus de plein droit l'incapacité ici. Seconde réforme marquante, c'est celle du Code pénal de 1994 qui modernise les conditions dans lesquelles peut être reconnue l'irresponsabilité pénale d'un malade mental ayant commis une infraction. Cette nouvelle étape, elle trouve ses racines, je dirais, plusieurs même décennies avant, puisque c'est l'aboutissement d'une évolution débutée en fait au début des années 1830 ici. C'est vrai que les formes partielles ou ponctuelles de la folie s'accordaient mal avec cet article 64 du Code pénal dont j'ai parlé, qui était assez catégorique. Soit on est responsable, soit on est en démence et on sort du système judiciaire. Et c'est ce rigorisme de l'article 64 du Code pénal qui empêchait justement d'envisager toute graduation de la responsabilité pénale. Alors désormais, avec cette réforme de 1994, selon que le discernement est reconnu, aboli ou seulement altéré, la situation de la personne au plan pénal, elle va être différente. Irresponsabilité pénale dans un cas, application d'une sanction, parfois aggravée en pratique dans le second. Pour terminer et revenir sur la loi de 1838, eh bien cette loi, elle est encore debout. Un bel exemple de longévité quand même sur un texte de loi. Elle est encore debout au début des années 90, c'est-à-dire jusqu'à la loi Evin. Loi Evin qui prévoit de faire de l'hospitalisation libre la règle et de l'hospitalisation imposée l'exception. Bon, les mauvaises langues diront qu'en réalité, elle n'a fait que borner les hospitalisations sous contrainte. Donc, on a quand même plus de 150 ans qui séparent donc la loi Evin, 27 juin 1990, de son aînée, la loi de 1838. Et il faudra, mais ça, j'en parle pas, puisque si on en parlera après, il faudra patienter encore 20 ans de plus pour que les droits des malades soient renforcés et, je dirais, encore mieux protégés par le juge judiciaire, puisque c'est le garant des libertés individuelles. Alors, pour conclure en deux mots, ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui, c'est finalement qu'en dépit des évolutions, et quelles que soient les époques aussi, les mêmes questions se sont posées à propos des fous, celle du respect de leur liberté et de leur place dans la société. Qu'est-ce qui a changé? Ce sont les réponses, en fait, apportées qui ont varié au cours des siècles. Le droit, je le dis souvent à mes étudiants, mais le droit n'est que le reflet d'une société et de ses croyances à un moment donné, ici. Et cette histoire, au final, elle n'a cessé de bégayer, je dirais, dans un mouvement de balancier, ce que j'expliquais au début, à la recherche de ce fameux point d'équilibre entre la protection du fou et, encore une fois, la garantie de l'ordre public. Voilà, j'espère que j'ai respecté les minutes. Parfait. Merci Alexandre. Alors voilà, maintenant que nous sommes incollables sur le passé, on va aborder le présent avec Cécile Castin. Donc, il va prendre le relais. C'était arrêté la loi Evin. Donc, on connaît une loi Evin. Ici, on en connaît une très bien, mais pas celle-là, c'est curieux. C'est pas celle qui a plus marqué la région. Non. Donc allez, Cécile, à toi. D'accord, merci. En bas. Non. Voilà. Allez, encore. Ça marche pas. Des blagues? Non. Voilà.
Quand il y a des photos de vacances, tu arrêtes par contre. Voilà. Ah, voilà. Alors, vous pourriez croire que j'ai une tâche finalement relativement facile par rapport à celle d'Alexandre, parce que lui, il avait du droit romain en 1990 en 30 minutes, et que je suis, moi, censée parler du droit d'aujourd'hui en 30 minutes aussi. Ça peut apparaître confortable, si ce n'est qu'on a quand même, à partir alors pas 1990, mais plutôt les années 2000, une formidable accélération de l'emprise du droit sur la folie, hein, c'est le titre de la conférence de ce soir, la folie à l'épreuve du droit. Eh bien, de nos jours, c'est une rude épreuve parce qu'il y a effectivement un processus de création juridique qui s'emballe. 1990, effectivement, la loi est là pour poser le principe, c'est-à-dire l'hospitalisation psychiatrique libre. Elle pose des dérogations, donc les hospitalisations sans consentement. Et puis, le législateur est encore à la recherche en 90 de ce fameux balancier dont il vous a parlé, cet équilibre entre la protection des droits des personnes et la protection de l'ordre public. Le constat que l'on peut faire, c'est que ce phénomène s'est accéléré avec, je vous ai mis là, en 2011, on va y revenir, hein, une grande réforme de la loi de 1990. Cette loi de 2011, elle est modifiée 2 ans après. En 2016, on a une loi avec une disposition pour encadrer juridiquement l'isolement et la contention. Donc, on quitte finalement le droit qui s'était emparé des décisions administratives d'hospitalisation, se met à s'emparer des pratiques médicales, là d'isolement et de contention. Une loi modifiée depuis 2016 déjà 2 fois. Et le phénomène est assez comparable si on regarde les textes relatifs à l'irresponsabilité pénale. Alors, on a cette accélération qu'on est obligé de constater. On peut en rechercher les raisons. Pourquoi ce processus de création juridique s'emballe? Il y a sans doute plusieurs facteurs. J'en ai retenu 2. Il y a incontestablement un mouvement, depuis les années 2000, un mouvement en faveur de la reconnaissance et de la garantie des droits de l'homme. Et ce mouvement, bien évidemment, s'intéresse aussi à la reconnaissance et aux garanties des droits de la personne malade. Et puis, on a un autre mouvement, pas opposé, mais enfin difficilement conciliable avec le premier, qui est lié à des revendications sécuritaires très fortes, avec une peur immanente de la maladie mentale qui réapparaît sous l'effet, d'une part, de la surmédiatisation de certains faits divers et leur récupération politique, et sous l'effet aussi de la diversification des menaces auxquelles la nation est confrontée, avec parfois la tentation de rendre psychiatriques des problèmes de société. Et finalement, cette psychiatrisation des problèmes sociaux est source de droit. On a eu des textes très récemment, en 2019, autorisant le croisement des données entre le fichier OpsiWeb, donc sur les hospitalisations sans consentement, et le fichier des signalements de la prévention, pour la prévention à la radicalisation à caractère terroriste. Parce que depuis les attentats terroristes, il y a un rapport qui est fait, réel ou supposé, entre la maladie mentale et la radicalisation. Donc, on a une emprise des textes très forte, et cette emprise du droit paraît faire pencher le balancier plutôt du côté de la protection de l'ordre public. Et cette emprise du droit crée un empire du juge, le juge étant lui plutôt là pour garantir les droits des personnes. Et ce mouvement-là, on le constate aussi bien dans la prise en charge du malade que dans la prise en charge ou le traitement de l'irresponsabilité pénale. C'est les 2 points que je vais essayer de développer dans les temps. Alors, sur la prise en charge du malade, emprise du droit et empire du juge, la prise en charge du patient atteint de troubles psychiatriques a été profondément réformée par la loi de 2011, du 5 juillet 2011. Cette loi, elle a pour origine un fait divers et une censure par le Conseil constitutionnel de la loi de 1990 dont a parlé Alexandre. Un fait divers, 2008, un patient qui est atteint de schizophrénie fugue d'un hôpital ou a une autorisation de sortie de courte durée. Pendant qu'il est en dehors de l'hôpital, il commet un crime dans l'espace public, c'est médiatisé, c'est récupéré politiquement, puisque le président de la République de l'époque prononce un discours qui est sur le site de l'Élysée. Alors, un discours qui est assez long, mais où l'objectif est assez clair. Il faut plus de sécurité et de protection dans les hôpitaux psychiatriques.
Et donc, il demande à sa ministre de la Santé de l'époque de réformer la loi de 1990. Et puis, il demande des dispositifs de géolocalisation pour les patients. Il demande la création de 200 chambres d'isolement, la création de 4 unités pour malades difficiles. Il demande la création de vidéosurveillance dans l'établissement. Donc, vraiment, le ton est assez net. Il fait cette demande-là à son ministère de la Santé. Et puis, on a, le 26 novembre 2010, une décision du Conseil constitutionnel qui censure la loi de 1990. Pourquoi le Conseil constitutionnel censure la loi de 1990? Parce qu'il considère que cette loi de 1990, qui permet à des autorités administratives, le directeur de l'hôpital ou le préfet, d'enfermer des personnes à l'hôpital, cette loi ne peut être conforme à la Constitution que si elle prévoit le contrôle obligatoire du juge judiciaire. Parce que le juge judiciaire, c'est le gardien de la liberté individuelle. Donc, le Conseil constitutionnel considère que la loi 90 est contraire à la Constitution. Au lieu d'abroger la loi immédiatement, il fixe une contrainte calendaire au législateur en disant « Je laisse au législateur jusqu'au 1er août 2011 pour prévoir le contrôle obligatoire du juge judiciaire ». Donc, finalement, ça tombe pas mal. On a une demande du président de la République pour une réforme de la loi 90 et une contrainte du Conseil constitutionnel qui dit que, de toute façon, la loi doit évoluer. Donc, cette loi du 5 juillet 2011, elle va marquer le début de cet emballement dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette loi du 5 juillet 2011, elle va fixer un cadre juridique extrêmement précis. Elle va fixer les conditions dans lesquelles un patient va pouvoir être enfermé à l'hôpital ou subir des soins sans consentement à l'extérieur de l'hôpital. Et c'est elle aussi qui va prévoir le contrôle obligatoire du juge judiciaire. Et à partir de là, le législateur, finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après avoir réglementé les décisions d'admission et de maintien, il va se préoccuper de certaines pratiques médicales considérées comme particulièrement restrictives des libertés. Alors, sur les décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques, la loi de 2011 s'est fixé trois objectifs. Premier objectif, permettre une meilleure prise en charge des personnes admises en soins psychiatriques. Et ça ne concerne en réalité que les soins psychiatriques sans consentement. Même si, bien évidemment, le principe de l'hospitalisation libre, enfin de l'admission libre, demeure. La loi ne traite en réalité que des soins psychiatriques sans consentement. Pour améliorer la prise en charge de ces personnes, la loi commence par maintenir ce qui existe. Donc, elle maintient les pouvoirs du directeur d'hôpital et elle maintient les pouvoirs de police du préfet d'ordonner des soins psychiatriques sans consentement. Et puis, et c'était demandé aussi par le président de la République, elle va faciliter les entrées à l'hôpital sans consentement. Donc, elle crée une nouvelle modalité pour le directeur de l'hôpital d'imposer des soins psychiatriques sans consentement. On n'a plus besoin là d'une demande d'un tiers, d'une demande de la famille. Donc, contrairement finalement à cette époque dont tu parlais, où la famille était omniprésente, là, on va désormais pouvoir admettre quelqu'un à des soins psychiatriques sans qu'il y ait une demande formulée par la famille ou par un tiers. La demande formulée par la famille ou par un tiers est remplacée par l'existence d'un péril imminent. Donc, s'il y a un péril imminent, et sur la base d'un certificat médical circonstancié, le directeur de l'établissement va pouvoir imposer à une personne des soins psychiatriques. Ensuite, la loi de 2011 diversifie les formes de prise en charge. Ça aussi, ça répond à une demande du président de la République. Et donc, la loi 2011 dit maintenant, il y a l'hospitalisation complète. Finalement, l'hospitalisation était le seul mode de prise en charge prévu par la loi de 1990. C'est pour ça qu'on parlait d'HDT ou de HO, hospitalisation à la demande d'un tiers ou hospitalisation d'office. La loi de 2011 dit désormais, à côté de l'hospitalisation complète, il y aura d'autres formes de prise en charge sans consentement, mais en dehors de l'hôpital. Donc, des soins ambulatoires contraints, des hospitalisations à domicile contraintes ou des hospitalisations partielles. Donc, la loi diversifie ces formes de prise en charge. Deuxième objectif de la loi, là encore qui répond à une demande ou une commande très claire du chef de l'État, assurer la sécurité des tiers lorsque le patient est potentiellement dangereux.
et la loi de 2011 identifie deux catégories de patients hospitalisés sans consentement qui sont potentiellement dangereux. Pour le législateur en 2011, est potentiellement dangereux un patient qui est placé en unité pour malades difficiles pendant son séjour. Et puis, pour la loi de 2011, est aussi potentiellement dangereux un patient qui est hospitalisé à temps complet à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale. Donc, la loi qui a identifié ces deux catégories de patients dit pour ces patients-là, les conditions de mainlever la mesure seront plus difficiles que pour les autres. Il ne suffira pas d'avoir un certificat médical attestant que les conditions de fond ne sont pas réunies. Il faudra en plus, j'ai oublié de changer la diapo. Non. Il faudra en plus l'avis d'un collège de soignants et une expertise psychiatrique complémentaire faite par deux psychiatres différents et indépendants. Donc, pour sécuriser la sortie de ces patients. La loi de 2011, dès 2012, elle est censurée par le Conseil constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel considère que la loi ne précise pas suffisamment pourquoi un patient placé en UMD serait potentiellement plus dangereux que les autres. Et pourquoi donc à ce patient-là, il faudra appliquer un régime de sortie plus sévère. D'où une nouvelle loi en 2013. Enfin, la loi de 2011, c'est elle qui, pour garantir quand même le respect des droits des patients et surtout pour garantir leur liberté individuelle, c'est cette loi de 2011 qui impose le contrôle du juge judiciaire. Alors, ce contrôle du juge judiciaire, il est obligatoire, il est de plein droit quand la personne est prise en charge en hospitalisation complète. Parce qu'il n'y a que là que le législateur considère que sa liberté individuelle est restreinte, parce qu'il est enfermé dans un lieu. Quand il est pris en charge sous une autre forme, eh bien, peut-être que sa liberté d'aller et venir est restreinte, mais ce n'est pas l'atteinte à la liberté individuelle, il n'y a pas besoin de contrôle obligatoire du juge judiciaire. Dans la mesure où la réforme se fait à moyens constants, ça va être aussi de surcharger encore plus le travail du juge judiciaire. Donc, c'est assez pratique finalement. Donc, contrôle de plein droit pour maintenir une personne en hospitalisation complète contre sa volonté, au-delà d'un certain délai qui est fixé en 2013 à 12 jours. Donc, ça veut dire qu'une fois que le patient est en hospitalisation complète sans son consentement, il faut compter 12 jours. Au bout de 12 jours, le juge devra intervenir obligatoirement pour maintenir la mesure ou pour la lever. À partir de là, ça veut dire que le juge entre à l'hôpital. Les hôpitaux, on leur demande de créer des salles de justice pour pouvoir pratiquer les audiences publiques, comme le principe de la justice l'exige. Et donc, les juges vont désormais régulièrement à l'hôpital pour contrôler systématiquement les décisions d'admission ou de maintien en soins psychiatriques. Le juge, quand il contrôle, donc le juge judiciaire qui fait ce contrôle, c'est le juge des libertés et de la détention. Quand il contrôle les décisions d'admission ou de maintien, il va contrôler le bien fondé de ces décisions et il va contrôler leur régularité. Donc, le bien fondé, il peut l'apprécier grâce aux certificats médicaux circonstanciés. Il ne doit bien évidemment pas, dans la mesure où il n'est pas médecin, le juge, il ne doit pas remettre en cause l'appréciation faite par les médecins dans ces certificats médicaux circonstanciés. Et l'arrêt que je vous ai mis de la Cour de cassation est un arrêt qui casse une ordonnance d'un JLD qui, alors qu'il disposait d'un certificat médical circonstancié, s'était autorisé à substituer sa propre appréciation à celle du médecin. Mais encore faut-il que le certificat médical soit bien circonstancié. Et au début, la rencontre entre le juge et les psychiatres en 2011 n'a pas été toujours très facile. La régularité de la décision, là c'est plus facile pour un juge, c'est son travail, je dirais. Il va regarder si le nombre de certificats médicaux requis est bien réuni, si l'auteur de la décision administrative avait bien la compétence pour prendre la décision. Donc, il contrôle la procédure, la compétence, la motivation des décisions. Pour éviter que le juge ne puisse prononcer des mainlevées pour des vices de procédure sans importance, la loi a bien pris soin de dire qu'il ne pourra prononcer la levée de la mesure que si le vice de procédure a porté atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Si c'est un vice de procédure sans importance, il ne peut pas lever la mesure. Donc, le juge des libertés, quand il fait son contrôle, soit il est d'accord
avec le dossier que l'hôpital lui présente, il maintient la mesure, soit il constate qu'elle n'est pas fondée ou qu'elle est irrégulière, il prononce la main levée et il peut, et c'est ce qu'il fait en général, différer l'exécution de sa décision de 24 heures pour laisser le temps à l'équipe de soins, éventuellement, de mettre en place un programme de soins ou pour permettre à l'hôpital de reprendre la procédure à zéro et éventuellement refaire une décision. Ce contrôle-là du juge et cette emprise du droit, je vous le disais tout à l'heure, s'est étendu et a fini par gagner des pratiques médicales. Isolement et contention. Jusqu'à la loi de 2016, il n'y avait rien dans les textes, rien dans le code, dans la loi, sur l'isolement et la contention. Donc, c'était des pratiques médicales qui n'étaient pas interdites, qui n'étaient pas autorisées, qui étaient utilisées. Le problème constaté notamment par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est que dans la mesure où ces pratiques-là ne sont pas encadrées, elles sont utilisées, mais de manière tout à fait hétérogène par les établissements. Certains y ont beaucoup recours, d'autres pas du tout. Donc, la loi s'empare de ces pratiques-là, non pas pour les interdire, mais pour les autoriser. Mais bien évidemment, si la loi autorise des pratiques qui portent atteinte aux libertés individuelles des personnes, elle le fait avec un cadre juridique, et avec un cadre juridique très précis et un contrôle du juge. Donc, la loi de 2016 pose des critères, pose les conditions dans lesquelles un médecin va pouvoir décider d'isoler ou de contentionner une personne. Des critères, il faut que ce soit de pratique de dernier recours, d'une durée limitée, nous dit la loi de 2016, jamais pour punir, mais pour prévenir un risque de dommage imminent pour la personne ou pour autrui. Un certain nombre de critères sont posés. Ça, c'est 2016. Bien évidemment, on crée du droit, on crée donc du contentieux. Donc, des décisions d'isolement et des décisions de contention ont été contestées devant le juge. Et de contentieux en contentieux, le Conseil constitutionnel s'en est saisi et le Conseil constitutionnel a considéré que la loi de 2016 était contraire à la Constitution. Parce que les critères posés par la loi de 2016 seraient, d'après le Conseil constitutionnel, insuffisamment précis, alors que ce sont des pratiques qui portent atteinte aux libertés individuelles, et parce que, même raisonnement, ce sont des pratiques qui portent atteinte à la liberté individuelle, donc le maintien de ces pratiques au-delà d'un certain délai, mais là qui se calcule en heures, doit faire l'objet d'un contrôle obligatoire du juge judiciaire. D'où réforme en 2020, fin de 2020, où le législateur dit très bien, le Conseil constitutionnel veut des durées limitées, je vais lui en fixer, donc je fais vite, mais c'est 48 heures maximum pour l'isolement, 24 heures maximum pour la contention. Et la loi 2020 dit au-delà, pour pouvoir renouveler ces pratiques-là au-delà de ces durées maximales, il faudra informer le juge judiciaire. C'était évident qu'on aurait une nouvelle censure du Conseil constitutionnel qui dit non, vous n'avez pas compris, j'ai dit contrôle du juge judiciaire, je n'ai pas dit information du juge judiciaire. Donc, nouvelle censure. Et finalement, c'est la loi sur le pass vaccinal qui, dans son dernier article, contient une disposition sur l'isolement et la contention. Inutile de vous dire que cette disposition n'a pas tellement été discutée dans les chambres. Il y avait autre chose qui les préoccupait. Donc, dans cette loi du 22 janvier 2022, désormais, il est prévu que pour l'isolement au-delà de 72 heures et pour la contention au-delà de 48 heures, il y aura un contrôle obligatoire du juge judiciaire, du juge des libertés pour pouvoir maintenir la mesure. Alors, bien évidemment, vous comprenez bien que cette surproduction législative et ce contrôle quasi permanent du juge des libertés et de la détention, ça crée un sacré malaise, pour rester tout à fait correct, chez les professionnels bien évidemment de santé qui sont chargés d'exécuter la loi, mais aussi pour le juge. Hein. Le juge, déjà qu'en 2011, aller à l'hôpital, je crois que ça a été un choc, le juge va devoir maintenant contrôler ses pratiques médicales. Donc, ça crée un choc et ça crée du coup des irrégularités, une loi ou un dispositif législatif en tout cas qui n'est pas très bien appliqué parce que, comme on dit souvent, quand le droit bavarde ou bavarde trop, on ne l'écoute que d'une oreille distraite. Et ça devient un peu compliqué, il y a un problème de compréhension à la fois pour les soignants et même pour le juge avec parfois des décisions
du juge, hein, tout à fait contestable. Ce mouvement, cette emprise du droit sur la folie, hein, c'est le titre de la conférence, on la retrouve aussi dans la prise en charge de l'irresponsable pénal. Et avec toujours un peu, quand même, en trame de fond, ce balancier qui n'est plus tout à fait équilibré, peut-être avec un peu la dimension sécuritaire qui prend le pas sur, finalement, la prise en charge médicale et le respect des droits du patient. Alors, je n'y reviens pas, hein, Code pénal de 1810, donc, qui pose le principe de l'irresponsabilité pénale, il n'y a ni crime ni délit lorsque la personne était en état de démence. Quand le Code pénal dit en 1810, il n'y a ni crime ni délit, ça ne veut pas dire que le crime ou le délit n'a pas été commis. Ça veut dire qu'il n'y a ni crime ni délit punissable si la personne ne disposait pas de son libre arbitre. Il ne s'agit pas de nier, je précise, parce qu'on verra dans des vignettes ultérieures que parfois certaines personnes ont pu ironiser en disant ben, ça veut dire que ça n'a pas eu lieu. Donc, il n'y a ni crime ni délit punissable lorsque la personne ne dispose pas de son libre arbitre. Parce que c'est comme ça, c'est une tradition, juridique, hein, il n'y a pas d'infraction pénale sans intention de la commettre. Il peut y avoir de la responsabilité civile, même si la personne n'a pas eu l'intention parce qu'elle ne disposait pas de son libre arbitre, elle peut être civilement responsable, donc tenue à indemniser pour le préjudice qu'elle a commis, mais pas pénalement responsable, pas pénalement punissable. Alors, le Code pénal de 1994 a repris et a précisé le régime de l'irresponsabilité pénale. Ce régime de l'irresponsabilité pénale pose question, bien évidemment. Pose question d'abord pour les victimes. Pour les victimes, effectivement, un non-lieu qui est prononcé parce qu'il y a une irresponsabilité pénale, ce non-lieu, il peut être vécu, il est souvent vécu comme une offense à leur souffrance, voire une négation même de leur souffrance. Ce système d'irresponsabilité pénale, il pose problème également pour certains psychiatres qui disent que finalement, une part de responsabilité est nécessaire pour que l'auteur des faits puisse éventuellement, on puisse travailler la relation thérapeutique, qu'ils prennent conscience, qu'ils se maintiennent. Donc ça pose question aussi pour les psychiatres, ça pose bien évidemment question pour la société. Donc, puisque ça pose question, le législateur intervient en 2000, en 2004, il dit déjà, on va demander aux juges, quand ils sont saisis de faits qui ont été commis par une personne dont le discernement est aboli, au lieu qu'ils prononcent comme ça un non-lieu, on va leur demander qu'ils se prononcent d'abord sur la commission des faits. Donc, autrement dit, est-ce que la personne qui est poursuivie a véritablement commis tel crime, tel délit? Et là, ils doivent se prononcer. Et puis, dans un deuxième temps, si les faits sont commis, alors oui, on va statuer, les juges vont statuer sur l'existence ou non d'une cause d'irresponsabilité pénale. C'est cette dissociation que j'ai mis qui montre aux victimes, bon voilà, les faits vont être examinés par le juge et le juge va dire si les faits ont été commis ou pas. C'est une reconnaissance pour les victimes de ce qu'elles ont subi. Mais on ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus de création juridique qui va s'accélérer avec deux faits divers médiatisés, récupérés. Premier fait divers, l'affaire Romain Dupuis en 2004. Donc, c'est cet homme qui assassine 2 soignantes au centre hospitalier de Pau, fin 2004. Dès qu'il est arrêté, le préfet prononce une hospitalisation d'office et il est enfermé à l'unité pour malades difficiles de Cadillac. Et puis, ça y est, il est mis à l'hôpital et en même temps, les poursuites sont engagées. Et le juge d'instruction de Pau constate que cette personne-là, qui était malade, était finalement atteinte de troubles mentaux qui ont aboli son discernement au moment des faits et que donc il est irresponsable pénalement. Et donc, le juge prononce un non-lieu. Bon, le président de la République, qui est toujours le même, dit un non-lieu, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas, que ça n'a pas eu lieu? Et il demande à sa ministre de la Justice de l'époque une réforme, en disant ça, c'est pas possible. Cette réforme aboutit à la loi de 25 février 2008. Cette loi, elle impose au juge, lorsqu'il constate l'irresponsabilité pénale d'une personne,
de ne plus parler de non-lieu, de relax ou d'acquittement, mais de prendre une décision nouvelle, une décision de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Voilà, comme ça, on ne parle plus de non-lieu qui pourrait faire croire que le crime n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est la première modification de la loi de 2008. Et puis la loi de 2008, en même temps, elle donne des pouvoirs nouveaux au juge pénal. Il va pouvoir assortir sa déclaration d'irresponsabilité pénale de mesures de sûreté ou d'une décision d'hospitalisation complète sans consentement en hôpital psychiatrique. Donc ça veut dire que le juge pénal peut, en même temps qu'il déclare l'irresponsabilité pénale, ordonner, alors bien évidemment sur la base des expertises psychiatriques qu'il y a eu pendant l'instruction, hein, il peut ordonner une hospitalisation complète dans un hôpital psychiatrique. Donc il y a un début finalement de pénalisation et de responsabilisation de la personne pourtant déclarée pénalement irresponsable, parce que d'abord le juge constate la commission des faits, donc que les faits ont été commis, donc constate en quelque sorte l'infraction, et établit donc une forme de culpabilité, sans peine à subir, mais une certaine forme de culpabilité. Et puis, extension du rôle du juge pénal qui va désormais pouvoir décider de l'hospitalisation de la personne. Et ce phénomène de responsabilisation, il s'accroît avec la deuxième affaire dont je voulais parler, qui est beaucoup plus récente, l'affaire Sarah Halimi. Donc Sarah Halimi, cette fois, c'est plus l'auteur des faits, mais c'est la victime, hein, qui est à nouveau ultra médiatisée et récupérée. Donc, l'affaire Sarah Halimi, c'est en 2017, un jeune homme toxicomane de longue date qui fait irruption chez cette dame. Il est pris d'une bouffée délirante qui le conduit à la rouer de coups et la défenestrer. Pendant l'instruction, les experts sont unanimes pour dire qu'il a agi sous l'emprise d'une bouffée délirante aiguë et que donc son discernement était aboli. Les experts sont unanimes là-dessus. Les experts sont unanimes aussi sur l'origine de la bouffée délirante, c'est-à-dire qu'elle est exotoxique, disent-ils. Donc, elle est liée, elle n'a pas été nécessairement déclenchée, mais elle est liée quand même à une consommation de cannabis habituelle. La Cour d'appel de Paris, conformément à la loi de 2008, hein, constate les faits et effectivement, elle juge qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de la personne mise en examen et que donc il a effectivement volontairement donné la mort à sa victime. Et en plus, la Cour retient la circonstance aggravante d'antisémitisme. Donc les faits existent, mais la Cour d'appel de Paris dit qu'il était pénalement irresponsable. Il est pénalement irresponsable puisque son discernement était complètement aboli au moment des faits. Et les experts sont unanimes là-dessus. Et donc, ça déplaît fortement au chef de l'État qui dit, sur des sujets aussi forts, il faut des procès. Il est d'ailleurs, la Cour de cassation a réagi à l'intervention du président de la République en rappelant au président de la République l'indépendance de la justice. Néanmoins, la Cour de cassation est saisie dans cette affaire. Et la question qui était posée à la Cour de cassation, c'était est-ce que l'irresponsabilité pénale de cette personne doit être écartée parce qu'elle a pris des substances psychotropes de manière continue ou habituelle les années précédentes. Est-ce que cette consommation habituelle de stupéfiants est finalement une cause pour ne pas appliquer l'irresponsabilité pénale ici? Et la Cour de cassation répond, mais logiquement, conformément au texte, la Cour de cassation dit, eh bien non, on n'a pas, quand on déclare une personne irresponsable pénalement parce que son discernement était aboli au moment des faits, on n'a pas à rechercher pour quelle raison son discernement était aboli au moment des faits. Donc la Cour de cassation dit, je regrette, mais la déclaration d'irresponsabilité pénale n'a pas à être écartée sous prétexte que l'abolition du discernement aurait été causée par une consommation de substances psychotropes. Et donc, là, le président de la République n'est pas content du tout. Et dans un entretien, il dit que non, il ne faut pas de fausse impunité, et que ça, c'est une fausse impunité. Et il demande à son ministre de la Justice une loi pour contrer la jurisprudence de la Cour de cassation. Et on a cette loi le 24 janvier 2022
qui, effectivement, limite désormais le champ de l'irresponsabilité pénale et qui prévoit que, dans certaines conditions, quand il y a eu une consommation, alors comme les termes de la loi sont très précis, je vais un peu m'aider de mon papier, hein, l'irresponsabilité pénale, nous dit cette loi de 2022, ne bénéficiera plus à celui donc, qui a un discernement qui est aboli totalement au moment des faits. Mais son discernement est aboli de façon temporaire. C'est total, mais ça ne va pas durer. Et pourquoi c'est une abolition temporaire? Parce qu'il a consommé dans un temps très voisin de l'action répréhensible des substances dans le but de commettre une infraction ou d'en faciliter la commission. Donc celui qui prend dans un temps très voisin du crime qu'il va commettre, qui prend des substances, si j'en comprends bien les termes de la loi, hein, en gros pour le désinhiber et lui donner le courage d'aller tuer la personne. Alors celui-là ne bénéficiera plus d'une déclaration d'irresponsabilité pénale. La porte est ouverte parce que, évidemment, ça va être quand même très difficile à prouver pour le juge. Comment prouver que la personne a pris les substances uniquement dans le dessein de se désinhiber pour pouvoir aller tuer quelqu'un? Il va falloir le démontrer. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué en particulier quand on a des personnes qui consomment de manière habituelle ces substances-là, ou ça va être compliqué quand les substances en cause sont des médicaments qui ont été prescrits par le médecin et qui ont un effet psychoactif. J'ai fini. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. On a tout compris. Puis vous voyez, l'actualité était vraiment, on est parti de l'Antiquité, on a fini fin janvier. Hein, donc voilà, c'est un sujet qui évolue en permanence. Les choses s'accélèrent. On a le sentiment que ça s'accélère en même temps que les chaînes d'information en continu en réalité. Hein. C'est-à-dire qu'on voit très bien l'accélération sur ces derniers mois. Alors, juste une remarque, moi, qui me surprend, c'est sur l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Sarah Halimi. Je n'arrive pas à comprendre, et je ne sais pas pourquoi la Cour de cassation n'a pas été saisie de cette question-là, le principe qu'il y a une intention homicide et il y a un motif antisémite qui est retenu, un mobile, circonstance aggravante. S'il y a un mobile antisémite qui est reconnu, ça suppose bien entendu que la personne a conscience. Et donc ça, c'est antinomique, je dirais, à la fois de dire la personne est irresponsable et en même temps, on a un mobile antisémite. C'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est ça qui était surprenant dans cet arrêt de Cour d'appel. Monsieur Pellegrin, une question. Je veux savoir s'il y a des différences significatives entre le droit français et le droit des grands pays occidentaux démocrates. La Chine, par exemple. Non, je L'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, par exemple. Alexandre, Cécile. Moi, à ma connaissance, sur l'irresponsabilité pénale, c'est pareil dans les États européens. À part la dernière évolution là en date. Sur le régime des admissions en soins sans consentement, il me semble que la particularité française, c'est qu'une autorité de police puisse prononcer de telles admissions. Autrement dit, les décisions prises par le préfet. En Espagne, par exemple, ça n'existe pas. C'est soit le directeur de l'hôpital, soit un juge, mais pas une autorité de police. Voilà. Là, par exemple, on peut imaginer que le droit européen n'irait pas à l'encontre des droits français dans ce domaine. Non, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, elle laisse une marge d'appréciation assez grande aux États. Et la Cour européenne des droits de l'homme, ce qu'elle veut, c'est si vous portez atteinte à la liberté individuelle d'une personne, il faut qu'il y ait une loi qui le prévoit et des garanties, des règles. Aux des règles, on est assez servi. Docteur Boucas. Vous avez interpellé au Conseil de l'ordre, c'est lorsqu'il y a eu cette loi sur l'isolement et la contention. Vous posez la question quand même de savoir pourquoi le législateur avait restreint cette notion
sur la contention aux seuls soins psychiatriques, alors qu'on sait très bien par MCO, il y a tas de gens qui sont attachés pendant les soins. MCO. Et sans parler des EHPAD ou de la contention. Alors, pour vous, pourquoi c'est qu'on restreint au seul psychiatrique par facilité Jean-Luc, c'est pour répondre ou c'est une autre question? La question à la convention, il y a la convention physique, il y a la convention chimique. Alors, est-ce que le juge va venir voir les prescriptions des médecins? Je savais que mon intervention aura un succès fou. Pourquoi la loi de 2016 restreint le champ d'application de ces règles à la psychiatrie générale? Je n'en ai aucune idée, mais c'est fait en toute conscience. C'est-à-dire que, et même dans les recommandations après qu'il y a eu de la Haute Autorité de Santé, et on le voit dans les travaux parlementaires, hein, on sait qu'il y a la contention ailleurs, aux urgences, en gériatrie, voilà, dans d'autres services, enfin, dans d'autres services, mais ça ne s'applique que là. Et la logique maintenant, pardon, mais c'est que la loi dit, dans les conditions qui sont posées, on ne peut isoler ou contentionner quelqu'un que s'il est admis en soins psychiatriques sans consentement. Donc la loi, finalement, on pourrait considérer qu'elle interdit ces pratiques-là ailleurs que dans l'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement. Donc ça veut dire que si au service des urgences, par exemple, une personne est contentionnée et je ne sais pas, que les contentions la blessent, ou même qu'en sortant des urgences, elle dit « j'ai été privée de ma liberté de manière arbitraire », ben peut-être que le juge, là, il contrôlera, il dira on est aux urgences, peut-être que l'urgence dispense de respecter le cadre juridique, mais si ça dure trop longtemps, là, ça va devenir problématique. Ou en gériatrie ou dans un EHPAD. Si vous contentionnez quelqu'un trop longtemps, eh ben peut-être qu'à ce moment-là, il fallait faire en sorte de déclencher une procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement. Aussi application d'un principe de précaution, mise en danger de la vie de la personne ou risque de mise en danger de la vie de la personne. Oui, mais ça n'explique pas. Oui, mais ça n'explique pas pourquoi la loi ne concerne, enfin, n'encadre l'isolement et la contention qu'en psychiatrie générale. On aurait très bien pu imaginer qu'il y ait une disposition à côté du droit des malades, quoi, par exemple. Oui. Oui, monsieur Daubec. Je trouve que c'est un principe général du droit médical que tout ce qui est acte, en médecine générale, en psychiatrie, non contrainte, est régi par le droit commun. C'est-à-dire que, je donne cet exemple, si vous prenez un couteau que vous devez le vendre à une personne, il n'y a qu'en médecine que c'est permis, parce que c'est un acte médical. Donc je crois que c'est exactement le même raisonnement de la question, à savoir que vous avez le droit de faire une contention en médecine générale, à condition que c'est un acte médical. C'est-à-dire un acte qui soit prescrit avec un raisonnement médical, avec un certain nombre de choses, et les garanties sont celles du droit commun, c'est-à-dire que si vous protestez un acte médical, vous avez déjà fait une expertise avec un juge pour tester. Donc je pense que c'est ça, et c'est pour ça que la décision du Conseil constitutionnel de juin dernier, vous savez, à propos de la protection, ne visait effectivement que l'hospitalisation psychiatrique sous contrainte. Parce que pour le droit médical général, c'est vrai que le droit médical général. Alors, c'est peut-être une explication, je suis d'accord, mais c'est quand même assez contradictoire de dire l'isolement et la contention, ça porte atteinte à la liberté individuelle, mais qu'en psychiatrie alors? Ça veut dire qu'ailleurs, ça ne porte pas atteinte à la liberté individuelle. Tout à fait pratique, à savoir que la contention en symptomatique, généralement très courte, voilà. Etc. En psychiatrie, ça ne pas voilà. Donc, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que si ça dure trop longtemps, à partir de voilà. Oui. Et sur la contention chimique, c'est pareil. La HAS dit, quand elle fait ses recommandations, la HAS, elle dit je n'adresse mes recommandations que pour la contention mécanique. Alors, effectivement, le risque, c'est, puisqu'on n'a pas le droit de contentionner mécaniquement pendant tant de temps, eh bien, on va peut-être contentionner chimiquement. C'est le risque, oui. Oui. Alors, ceci dit, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de contention mécanique sans contention chimique.
Moi, en tout cas, pour m'être entretenu avec des psychiatres, ils me disent que c'est impossible de contentionner quelqu'un 6 heures en psychiatrie, oui, sans le calmer, quoi. Comment considère-t-on les choses en cas d'auto-agression? Alors, je reprends les questions parce qu'en fait, ils n'entendent pas. Ouais. Donc, comment considère-t-on les choses en cas d'auto-mutilation, d'auto-agression? L'isolement et la contention, comme ça a été dit tout à l'heure, ce sont des pratiques médicales qui ont pour finalité de prévenir un danger immédiat pour la personne ou pour autrui. Donc, ce sont des pratiques qui sont autorisées et utilisées quand il y a un risque imminent d'auto-agression. Oui, monsieur. J'avais une question. Donc, cette loi, elle est quand même très récente. En novembre 2021, il y a plusieurs juges qui ont écrit une tribune signée par 7000 magistrats sur les 9000 Français pour dire que la justice n'avait plus de moyens et qu'ils travaillaient, enfin, ils avaient des horaires complètement délirants, que ce soit les greffiers, que ce soit les juges, que ce soit toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la justice. Comment est-ce que cette loi va pouvoir être appliquée sans mettre encore plus à mal le reste de… Alors, le risque, il existe. La parade qui a été trouvée pour l'instant, c'est de dire que ce contrôle-là des mesures d'isolement et de contention, ça sera un contrôle écrit. Donc, pas d'audience. Ça veut dire que l'hôpital transmet le dossier, enfin, le dossier d'isolement et de contention au juge, qui n'est pas obligé de tenir une audience, qui contrôle sur dossier, une procédure écrite. Mais qui a déjà 25 000 dossiers sur son bureau. Ouais. Oui, mais je pense que c'est difficilement tenable pour les professionnels aussi bien de santé que pour les magistrats. Et la volonté qui n'est absolument pas cachée du législateur, c'est de dire il faut réduire ces pratiques. Moi, j'ai une question à poser à votre collègue, là, je voudrais savoir, est-ce que dans d'autres pays vraiment très différents des pays occidentaux, par exemple la Chine, l'Inde, est-ce que l'histoire du rapport au fou et du droit qui en a découlé dans ces sociétés est très différent d'une autre? Alors moi, j'ai surtout étudié la France et les pays européens. Donc, je ne peux pas répondre effectivement sur l'Inde, les pays… Le Japon, ou des gens qui peuvent avoir des cultures vraiment différentes, en tout cas qui se sont rapprochés de nous récemment, mais qui dans l'histoire ont été très différentes. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que par exemple sur les idées de Pinel et d'Esquirol, effectivement, qui quand même ont marqué, je dirais, sur le plan de l'évolution des idées, finalement, elles ont été plus appliquées à l'étranger qu'en France. Donc, curieusement, je dirais, les idées à la fois de Philippe Pinel et d'Esquirol, elles n'ont été appliquées qu'après. Et les pays européens, alors à l'exception peut-être de l'Espagne, mais les autres pays européens ont appliqué en pratique les idées. Alors, pour X ou Y raison, c'est vrai qu'en France, d'ailleurs, quand vous regardez la loi de 38, le point d'entrée, je dirais, des débats, ça a été des questions financières. Qui prend en charge l'internement, etc. Donc, finalement, c'est sur le volet financier que la loi a été, je dirais, abordée dans les débats. Donc, sur le plan européen, c'est la France qui, curieusement, était en retard dans la mise en application des idées, alors qu'elle avait elle-même ses grands savants chez elle, si je puis dire. Pour les autres pays, je ne pourrais pas vous dire de bêtises, je ne les ai pas étudiés. On a une question qui est posée en distanciel. C'est une infirmière, une IDE, qui nous pose la question, est-ce que finalement toutes ces lois ne risquent pas de transformer le personnel soignant en auxiliaire de justice? C'est une question sans être une question, mais… C'est sûr que ces lois imposent aux professionnels soignants, et en particulier effectivement aux IDE, alors non pas être auxiliaire de justice, mais à tout tracer, à tout écrire. La loi dit obligation d'informer le patient. Il faut montrer qu'on a au moins essayé d'informer la personne. Si on n'y est pas arrivé, que le lendemain on est revenu. Obligation d'informer parfois un tiers. Eh bien, alors c'est toujours des obligations de moyens, mais ça veut dire qu'il faut tracer, dire on a essayé d'informer le patient, on a essayé d'informer un tiers, on n'y est pas arrivé pour telle et telle raison. Donc ça, oui. Après, auxiliaire de justice,
Non, parce que finalement, le juge, quand les personnels soignants accompagnent les patients aux audiences, ils n'ont pas à être interrogés par le juge, sauf si le juge sauf dans le cadre d'une instruction. Mais sinon, ils sont là uniquement pour accompagner le patient, pas pour répondre au juge. Ce que je voudrais juste ajouter, et puis après je prends votre question, sur le contrôle du GLD, on avait fait une étude à la fac pour voir comment ça se passait. On s'est rendu compte que le contrôle, vous savez, donc le juge qui va dans l'hôpital psychiatrique pour voir comment ça se passe, était très formel en réalité. C'est-à-dire qu'il va contrôler la procédure, la présence des certificats médicaux, la date des certificats médicaux, et puis ça va s'arrêter là. Parce d'ailleurs Cécile l'a rappelé, quand le juge veut aller plus loin, en réalité, il dépasse son office, c'est-à-dire qu'il est amené à donner une opinion médicale sur laquelle il n'a pas de compétence. Donc c'est la limite de ce contrôle en réalité. Oui, madame. La question que je me pose quand j'entends ça, c'est notamment dans le milieu psychiatrique, qui est quand même un milieu encore plus sinistré peut-être que le reste actuellement, tout ce traçage de ces informations, ça se fait quand même au détriment du temps de soins. Et est-ce que ce n'est pas finalement contradictoire avec l'idée aussi de la prise en charge des patients et de leur intérêt, en fait? Je ne sais pas si votre remarque appelle une réponse, parce qu'effectivement, ça semble… voilà, c'est le système des vases communicants. Donc, mais dans ce domaine-là, comme dans d'autres, en réalité. Quand même, le cadre juridique, il est nécessaire. Voilà. Quand on parle d'un cadre juridique, effectivement, il y a des règles de fond. Donc, le patient, il va être placé, par exemple, sur décision du préfet, parce qu'il y a un trouble mental attesté par certificat médical, parce que son comportement est dangereux, etc. Et puis des conditions de procédure. Ça, c'est normal dans la mesure où c'est une méthode qui porte atteinte aux libertés fondamentales de la personne. Donc, le cadre juridique, il est légitime. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas trop loin, trop dans le détail, trop dans la précision, trop… Peut-être deux remarques. Madame, vous avez parlé de l'hospitalisation, de la loi de 2011 réformée en 2013 impose le contrôle par le JLD de l'hospitalisation complète, mais pas des programmes de soins. Or, ces programmes de soins posent quand même quelques problèmes, puisque finalement, on retrouve à l'extérieur des personnes qui sont avec des mesures d'hospitalisation sous contrainte qui sont pendantes et qui, lorsqu'ils dérogent à leur programme de soins, c'est-à-dire ne sont pas rendus à un rendez-vous ou quoi que ce soit, font l'objet d'une réintégration quasi manu militari à l'hôpital. Et ça, s'il n'y a aucun contrôle de la part de personne, sauf peut-être la CDSP, la Commission départementale des soins psychiatriques, qui avait pu essayer de le faire, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas tellement accès à ces protocoles de soins. Et là, ça nécessite vraiment une technique médicale pour voir si ces protocoles de soins et leur durée et leur évaluation est vraiment faite. Donc là, il y a quand même un problème sur lequel le législateur faudrait peut-être qu'il se penche, parce que je suis très étonné que le contrôleur des droits et des libertés ne se soit pas penché plus sur la question, mais je pense qu'ils l'ont dans un coin de leur tête et ça viendra. Et d'autre part, il y avait aussi le rôle de la CDSP qui venait contrôler régulièrement, enfin passer dans les hôpitaux et qui pouvait, en contrôlant les livres de la loi, regarder un peu les certificats médicaux qui sont faits régulièrement, parce qu'on voit souvent qu'ils sont faits extrêmement régulièrement parce que c'est imposé par la loi, il y a donc des durées imposées, mais le contenu de ces certificats, on avait un peu l'impression que des fois c'était du copier-coller et la justification. Alors c'est vrai que l'état du patient met du temps à évoluer, donc, mais dans la sémantique, on voyait que c'était un peu toujours la même. Donc tout ça, ça pose des problèmes donc le contrôle par le juge des libertés, c'est une chose, mais ça peut être que formel. Et c'est là qu'il manque le contrôle par le médecin à un moment qui n'a pas prévu la loi, qui finalement a dépossédé la CDSP de ce qu'elle pouvait avoir comme possibilité de travailler, puisqu'elle est confiante maintenant. Voilà, donc tout ça pour
vous posez la question de savoir si vous aussi vous considérez que le fait que ces programmes de soins soient contrôlés par personne, cela pose quand même pas un problème d'égalité entre les deux moments et entre les patients, entre le moment où ils sont hospitalisés et où ils ont une certaine protection du fait d'intervention de juge de liberté, et après où il n'y a plus du tout de contrôle. Alors, il n'y a plus du tout de contrôle, il n'y a plus de contrôle automatique. C'est-à-dire que le patient ou l'entourage du patient peut très bien saisir le JLD quand le patient est en programme de soins. Le contrôle, il est facultatif. Il faut saisir le juge, il faut faire la démarche. Après, quand vous dites, cher monsieur, que le patient, s'il ne respecte pas son programme de soins, il est réintégré à l'hôpital, c'est vrai, il y a une décision juridique, soit du directeur, soit du préfet, en fonction de qui a décidé, et la réintégration à temps complet redéclenche le passage du JLD. Mais après, il n'y a pas de contrôle automatique. À moyen constant, c'était impossible pour le coup. Parce que ça voudrait dire que le JLD devrait contrôler les hospitalisations à temps complet et ceux qui sont dehors, à moyen constant, ce n'était pas possible. Est-ce qu'il y a une rupture d'égalité? Non, parce que seule l'hospitalisation complète prive le patient de sa liberté individuelle, alors que quand il est en programme de soins, ses libertés fondamentales sont restreintes, mais pas sa liberté individuelle puisqu'il n'est pas enfermé. Et c'est pour ça que le contrôleur ne passe pas. Ou le contrôleur général de privation de liberté, quand le patient est en programme de soins, il n'est pas donc dans un lieu de privation de liberté. Donc le contrôleur ne passe pas. Une dernière question, peut-être? Oui, madame? Attendez, on va juste attendre que vous ayez le micro, sinon les personnes à distance ne vous attendent pas. On a parlé beaucoup des adultes. Et qu'en est-il pour les mineurs? Est-ce que le législateur a prévu… Alors, la situation des mineurs, elle est particulière parce que de toute façon, le mineur malade, je vais dire de droit commun, juridiquement, ce n'est pas lui qui décide de ses soins, ce sont ses parents. Donc, quand un mineur est pris en charge en soins psychiatriques, de façon libre, en réalité, c'est à la demande de ses parents. Et ensuite, alors le mineur peut très bien être placé en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État. Les conditions sont les mêmes que pour les adultes. Existence d'un trouble mental et un trouble mental qui compromet de manière grave l'ordre public ou la sûreté des personnes. La particularité, ce qui correspondrait, si vous voulez, aux soins psychiatriques à la demande d'un tiers pour le mineur, c'est quand il y a une ordonnance de placement provisoire prononcée par un juge. Un juge qui va être informé ou saisi par signalement, par exemple, qui va se saisir du dossier, qui va pouvoir provisoirement ordonner le placement du mineur dans un établissement de soins psychiatriques. Donc, le soin sans consentement, de toute façon, c'est le principe chez le mineur, soins psychiatriques ou soins pour une autre cause de pathologie. Hein. Ce n'est qu'à titre dérogatoire que le mineur peut être invité à consentir, mais le principe reste que ce sont les parents qui consentent pour le mineur. Et les soins psychiatriques peuvent être aussi ordonnés soit par le juge à titre provisoire dans le cas d'une ordonnance de placement, soit par le préfet, comme pour les adultes. Écoutez, je vais remercier nos deux intervenants, vous remercier pour vos questions. Donc, vous donnez rendez-vous le 22 mars pour une nouvelle rencontre d'Hippocrate sur les droits des malades. Et puis, si vraiment vous voulez tout savoir, vous avez juste avant, si ça ne marche plus, malheureusement, en fait, on organise avec Cécile 2 journées, le 17 et 18 mars, sur les 20 ans de la loi Kouchner. Le 17 mars, c'est dans cet amphithéâtre. Alors, je voulais voilà, vous remettre le programme. Donc, ce sont des journées entières. C'est après? Oui. Hop. Voilà. Donc ça, alors attendez. Voilà, ça c'est la journée du 17 mars. Donc, vous voyez, on commence à 9h, on finit à 17h. Vous avez différentes interventions. Il faudra vous inscrire évidemment sur cette question-là, enfin pour des raisons d'organisation. Donc dans l'amphi Ellul. Et puis le 18 mars, on est dans l'amphi du Guy.
Voilà. Où là, c'est le volet un peu responsabilité médicale qui sera abordé. Donc 2 jours entiers d'études sur la loi Kouchner. Et puis sinon, le 22 mars, une rencontre d'Hippocrate au format habituel sur les droits du malade de manière générale. Voilà, merci de votre présence. Bonne soirée à toutes et à tous.